Bonjour à toutes et à tous. On va faire un tour de table. Merci Lucas, Stéphanie, Guillaume, Marie de vous être joints à nous pour cette conférence donc sur les métiers invisibles de l'IT et du digital. Euh, Honneur aux femmes. Marie, tu es cofondatrice et CEO de Graffiti. Bonjour, oui, en effet. Alors en fait, nous chez Graffiti, on développe des algos de visual search. Donc on reconnaît le monde pour afficher des informations dessus. Des informations qui seront affichées la plupart du temps en réalité augmentée pour leur permettre une meilleure visibilité. On travaille aujourd'hui sur tout ce qui est iPhone. Et bien sûr, la vision du futur, c'est de pouvoir être intégré dans les lunettes de réalité augmentée qui vont pas tarder à arriver sur le marché. Merci Marie. Stéphanie? Tu es dirigeante et présidente, directrice de l'Oralba Conseil et présidente de Made in Soft. Bonjour Samuel, bonjour à tous. Oui, effectivement, j'ai la charge depuis 1 an d'être la présidente d'un cluster du numérique qui s'appelle Made in Soft, qui est une association du numérique créée depuis 2004, qui a pour but de faire du go-between entre les entreprises de l'innovation et nos adhérents. Voilà. On travaille à partir de 14 commissions. Et puis à côté, dans la vraie vie, je suis présidente d'une ESN, d'une entreprise du service numérique qui s'appelle l'Oralba Conseil, à Aix-en-Provence, où je gère une centaine d'informaticiens chez mes clients. Voilà. Informaticien et informaticienne. Absolument, bien évidemment. Puisqu'on a un public 50% mixte aujourd'hui. Parfait. Lucas? Bonjour à tous. Donc je suis directeur technique au sein de Transport, qui est une start-up qui opère dans le transport de marchandises. Donc on fluidifie les échanges entre les importateurs et exportateurs de marchandises et les professionnels du milieu du transport. Et en parallèle de mon métier, j'ai monté une start-up avec 5 camarades de ma promotion d'école informatique, où on fournit un équipement connecté aux pompiers pour réduire le risque d'accident d'intervention. Merci Lucas. Guillaume? Deux Bonjour à casquettes tous. également. Ouais. Bonjour à tous. Donc, je suis Guillaume Goury, je suis le président du Club informatique Provence-Méditerranée, donc qui regroupe les directeurs des systèmes d'information et partenaires de la région Sud, puisque nous, on va de Nice, Sofia, Antipolis jusqu'à Avignon, en passant par Aix et Marseille. Donc, un peu plus de 400 membres. Et je suis aussi programme et service delivery manager pour le groupe Interaction Digital Reality. Merci Guillaume. Quels sont donc les différents emplois? On verra ça. On a travaillé autour de l'ikigai, donc la joie de vivre et la raison d'être effectivement dans le travail. Donc on s'est posé effectivement un certain nombre de questions. Est-ce que vous pouvez présenter tout d'abord, il y a des besoins qui sont croissants, je crois, effectivement, sur cette industrie. Stéphanie, c'est 80 000 emplois, je crois, simplement sur le département, effectivement, des Bouches-du-Rhône. Quelles sont la diversité, effectivement, des emplois et des compétences? Est-ce qu'on est obligé aussi, c'est une question, donc je vais faire un tour de table, est-ce qu'on est obligé, effectivement, d'être informaticien ou informaticienne pour rejoindre ce secteur? Ton micro, Steph, excuse-moi. Pardon, Samuel. Oui, alors si on reprend quelques chiffres, on est sur un marché du numérique, du digital, qui est un peu plus au niveau national. On est sur du 55 milliards d'euros. Pour à peu près, on n'est pas loin aujourd'hui des 600 000 emplois qui regroupent 28 000 entreprises. Donc, dans la région PACA, on est la deuxième région, bien évidemment, après Paris. Pour répondre à votre question, Samuel, demain, les emplois, effectivement, nous, dans notre région, on est une région qui est très riche sur tout ce qui est les puces électroniques, le transport maritime, les data centers également, les métiers des techs. Donc, on est très diversifié. On va sur de la formation courte comme de la formation longue. On a 88 000 ingénieurs en France, donc ça regroupe à peu près 40% des chiffres dits. Mais comme vous venez de l'exposer, on a 80 000 emplois, donc on n'est quand même pas trop mal. Aujourd'hui, les métiers sont divers et variés. Effectivement, le digital, c'est
Aujourd'hui, c'est de l'environnement, c'est du sociétal, c'est de la finance, c'est de la banque, c'est des réseaux sociaux. Ne l'oublions pas, tous les métiers qui tournent autour de la data et de l'iPhone. Donc oui, je dirais qu'on a besoin de monde, on a besoin d'attirer, d'hameçonner des gens vers nos filières du numérique, bien évidemment. Et j'espère avec plus de femmes qu'à aujourd'hui, qui représentent 27,9%. Malheureusement, les femmes dans la tech à aujourd'hui sont encore trop peu nombreuses. Marie? Est-ce que tu me vois en train d'acquiescer avec véhémence? Oui, il y a un vrai sujet, évidemment, hein, de femmes dans la tech. Moi, je travaille avec une équipe de développeurs qui est 100% masculine aujourd'hui. Je ne parviens pas à trouver des femmes développeuses au niveau que l'on attend, en fait. Hein. C'est plutôt des profils seniors. Alors effectivement, quand tu parles d'informaticiens, il y a énormément de spécialités dans les informaticiens. Même à l'intérieur de mon équipe, il y a des développeurs qui ont différentes spécialités, front-end, back-end, qui travaillent sur des algorithmes spécifiquement. Enfin, c'est des métiers qui sont extrêmement variés. Et au-delà de ça, en effet, Stéphanie, il y a aussi toute la partie réseaux sociaux qui est extrêmement intéressante. Il y a les métiers du numérique plus largement que les métiers de développeurs et des métiers d'UX designer aussi, des métiers qui permettent en fait de faire du design, de l'ergonomie d'applications, de sites. Il y a toute une flopée de métiers qui sont extrêmement intéressants, qui gravitent autour du numérique. Merci. Guillaume? Oui. Ouais. Ma vision des choses, effectivement, il y a, donc comme le disait Stéphanie avant, effectivement, il y a énormément de métiers au niveau du numérique. C'est pas uniquement des métiers de techniciens ou autres comme les jeunes peuvent peut-être le penser. Aujourd'hui, il y a des métiers de management, des métiers de direction de projet, des métiers de gestion, de développement, effectivement du UX développeur. Donc UX, c'est toute la partie visuelle en fait. Donc il y a des gens qui développent du visuel, du web marketing, du web digital aussi. Enfin, il y a énormément de métiers autour du numérique. Je pense que ça se compte en plusieurs centaines de métiers. Toi, tu es bien placé en tant que cabinet de recrutement pour pouvoir nous faire plus de stats derrière potentiellement, Sam. Mais voilà, il y a vraiment des centaines de métiers et il y a un large panel d'ouverture derrière et pas que des métiers purement techniques en fait. C'est surtout ça, je pense qu'il faut aussi retenir derrière. Et effectivement, hein, je suis tout à fait d'accord avec mes collègues, il manque crucialement de féminité dans nos métiers parce que ça apporte des choses supplémentaires justement, d'avoir une double vision, on en discutait la dernière fois déjà, d'avoir une double vision à la fois masculine, féminine, effectivement, ça apporte une pluralité d'informations et des choses intéressantes pour les développements. Et notamment sur les applications, il y a des choses qui se développent et qui sont vues différemment pardon, du côté masculin ou féminin et du coup, qui apportent des nouveautés et des choses fortement intéressantes. Lucas, à travers cette question, avec une application qui sert à sauver des vies d'ailleurs. Je ne pense pas que j'ai beaucoup de choses à ajouter par rapport à ce qui a déjà été dit. Je ne peux qu'appuyer ce qui a déjà été dit et notamment ce qu'a dit Guillaume sur le fait que on a beaucoup de métiers techniques dans le numérique, mais pas que. On a aussi beaucoup de management, des métiers qui sont plus liés au design au sens large, donc à la fois graphique et autres. Donc oui, c'est un milieu qui est très vaste où il y a énormément de métiers et plus particulièrement nous dans le cas de Sheltin. Donc nous, pas d'unicité, on a une femme dans l'équipe et nous on déplore en fait, on trouve que c'est peu aussi. On voit tout ce qu'elle apporte au projet et tout ce que la mixité peut apporter au projet et du coup nous on aimerait bien développer cet aspect-là. Mais en effet, rien que dans Sheltin, d'un point de vue étendu des métiers, donc on est six étudiants de l'école Epitech. Donc on est tous dans le milieu informatique et on a tous des rôles qui sont très différents, très variés, qui s'étendent dans le milieu de l'informatique pure, donc très technique, mais aussi des aspects plus managériaux ou plus commerciaux, mais toujours dans le milieu numérique. Donc oui, moi je le vois tous les jours à quel point le milieu du numérique est diversifié.
Donc, c'est un vrai métier. C'est des métiers où il faut travailler ensemble, puisqu'on travaille au service, par exemple, effectivement, de la Tech for Good. On travaille au service de la santé, au service, effectivement, pour préserver, effectivement, les risques des gens qui peuvent travailler. Comment aujourd'hui on travaille avec justement des gens qui ne sont pas informaticiens pour leur proposer des outils, pour leur proposer des solutions effectivement qui font avancer notre monde. Donc on voit que forcément l'informatique santé a été très sollicitée ces derniers temps. Peut-être Marie sur ce sujet de la Tech for Good d'ailleurs, qu'est-ce que c'est pour illustrer effectivement un exemple hein, de ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passera demain. Alors moi, cette notion de tech for good, j'ai toujours un peu de difficulté avec, parce que pour moi, là, ça voudrait dire qu'en face de la tech for good, il y a de la tech for bad, ce qui me semble juste un peu bizarre. Je pense que quand on développe de la tech, la tech en soi ne mène pas à grand-chose, hein. Il faut avoir un usage qui a été identifié au préalable, et la tech est un outil au service de cet usage avant tout. Et effectivement, quand on imagine un usage, on imagine un usage qui change la vie des gens dans le meilleur sens du terme. Donc, on imagine de pouvoir apporter quelque chose de différenciant et de fort dans la vie des gens. En l'occurrence, nous, on s'est penché aujourd'hui sur ces algos de reconnaissance visuelle dans la verticale du shopping, et on permet aux gens, en pointant leur téléphone vers des produits, d'avoir immédiatement des informations qui vont leur remonter sur leur santé, sur l'écologie, sur l'environnement éthique des entreprises qui ont produit ces produits, sur la qualité des produits, sur le prix aussi du produit. Et donc, effectivement, on est dans un usage qui permet à l'utilisateur de voir sa vie améliorée et à terme, évidemment, de changer les choses pour le meilleur. Donc ça, c'est effectivement de la tech for good sous cet angle-là. La tech for good, c'est un énorme enjeu aujourd'hui, évidemment, puisqu'il y a même des fonds d'investissement qui se montent. Je pense à 2050, qui est un fonds d'investissement qui s'est monté il n'y a pas très longtemps et qui est 100% dédié à changer les choses pour le meilleur, en l'occurrence sur le plan majoritairement écologique. Il y a aussi Xavier Niel qui vient d'ouvrir une école d'agrologie. Voilà, il y a plein d'initiatives qui se montent comme ça autour de la tech for good. Alors, c'est en effet un point d'entrée aussi qui est intéressant par rapport au métier du numérique, puisque ça donne un but. Tu parlais d'ikigai tout à l'heure. Ça donne une vision, ça donne une envie de se lever le matin et de savoir pourquoi on se lève le matin et de savoir pourquoi effectivement on travaille avec des développeurs et pourquoi on produit des algos et à quoi ça sert in fine. Eh bien, ça sert à ça sert à changer à un moment donné les choses. Bien. Donc aujourd'hui, on a finalement des gens qui viennent d'autres métiers qui rejoignent le numérique. Ce n'est pas en soi obligatoirement toujours une spécialité dans nos équipes. On retrouve une grande diversité effectivement de profils. Stéphanie, sur ces métiers transverses et le travailler ensemble qui est nécessaire dans ces métiers, on est ultra collaboratif finalement sur cette industrie. Alors oui, alors juste pour compléter effectivement ce que disait Marie, la révolution digitale des métiers de demain passe aussi, ne l'oublions pas, comme on le disait sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je crois qu'on est 75% des Français à utiliser les réseaux sociaux. On a des chiffres qui sont de plus en plus intéressants aussi pour nos futurs collaborateurs. On a des métiers, j'insiste, mais sur du développeur web, des directeurs artistiques, des chargés de com digital. Je crois qu'on a aujourd'hui encore 80 000 métiers, 80 000 postes, pardon, qu'on n'arrive pas à pourvoir, et on a 30 000 métiers méconnus jusqu'en 2030. Donc, tu parlais tout à l'heure de l'e-santé, on a également l'e-sport, les réseaux sociaux. Enfin voilà, c'est des nouveaux métiers émergents où on se doit de continuer cette avancée, cette révolution numérique pour pouvoir appâter, attirer un maximum de jeunes avec nous. Je me souviens plus de ta question, Samuel, excuse-moi.
du coup. Je parlais, on est peut-être sur des métiers où on travaille plus ensemble, sur du collaboratif. Une des attentes Ouais, de la génération Y, ouais. donc la génération finalement de troisième, quatrième, seconde, première, il y a des terminales qui sont parmi nous, puisqu'aujourd'hui on est tous à distance. Ouais. Alors effectivement, enfin, je pense que tu parles des soft skills, hein, on va pas se mentir. Oui. Alors les soft skills aujourd'hui, c'est vraiment une compétence pour moi supplémentaire et comportementale lorsque je reçois les futurs collaborateurs en entretien, puisque pour moi les soft skills ont deux facettes. La première facette pour moi, c'est une dimension, on va dire personnelle, hein, c'est-à-dire nos acquis, ce qu'on a, le stress, la créativité, la confiance ou non. Et puis, une facette interpersonnelle qui, pour moi, donc là, on est plus sur travailler en équipe, du leadership, etc. Et justement, les métiers du numérique ont un enjeu dans cette transformation de nos entreprises parce que on se doit, nous, d'être à la fois proche de nos équipes, dans l'écoute, dans la bienveillance, mais surtout, ce qu'il faut savoir sur les soft skills, pas seulement sur un CV, mais on peut les améliorer, ces soft skills. On peut les développer également. On peut les développer avec la connaissance, on peut les développer avec un entraînement, avec bien évidemment l'observation des autres. Et ça, c'est important aujourd'hui. On n'a plus que forcément tout ce qu'on appelait avant les hard skills, mais maintenant, on a les soft skills et les made skills. Également les made skills, c'est-à-dire, voilà, ce qui va faire la différence entre un candidat et un autre, ça va être justement sa curiosité, ses passions, ses hobbies, et c'est ce qui fera la différence entre deux collaborateurs. On en est là aujourd'hui parce que on est toujours dans retrouvons l'ADN et nos valeurs sociétales en entreprise afin qu'on puisse faire adhérer nos collaborateurs, mais surtout les futurs collaborateurs. Donc pour moi, c'est ce qui va faire la différence. Par exemple, quelqu'un qui fait du sport ou quelqu'un qui a une passion, oui, aujourd'hui, clairement, on peut en parler parce que, alors, sans forcément prendre le rugby ou le judo, mais bon, j'ai des exemples en tête de candidats qu'on a rencontrés la semaine dernière. C'est des sports avec des belles valeurs. Et c'est vrai que d'être leadership dans une équipe, ça me rassure demain pour l'intégration au sein de ma société, bien évidemment, puisque ces valeurs-là, ils les ont déjà. Donc oui, c'est important aujourd'hui d'aller un peu plus loin que le CV sur papier, mais qui puisse se dévoiler. Voilà. Sur les savoir-être, donc les soft skills, Guillaume, Lucas, comment on peut repérer justement quels sont comment on peut repérer qu'on a envie de ce type de métier, quelles pourraient être les appétences? Une bonne question. Merci d'avoir posé. Donc on a parlé de curiosité, on Voilà. commence à parler d'agilité. Effectivement, on a parlé de curiosité, d'agilité. Donc, effectivement, il faut que les personnes aujourd'hui soient curieuses et aient envie d'évoluer en permanence, en fait, et d'apprendre tout le temps, en fait. Donc, c'est pas un apprentissage uniquement scolaire. Donc, ça veut dire que les personnes, même qui sont potentiellement en difficulté scolaire, c'est pas pour ça qu'elles réussiront pas plus tard, parce que l'apprentissage est différent. On apprend plus facilement quelque chose qu'on aime et qu'on apprécie. Donc typiquement, n'hésitez pas, quoi. Mais oui, ça, la curiosité, l'envie d'apprendre en permanence, et puis je pense que la bienveillance, c'est aussi très utile dans le boulot parce qu'effectivement, comme on disait, on est là pour aujourd'hui essayer de travailler ensemble, en fait, et on n'est jamais seul à réussir un projet ou réussir quelque chose, en fait. On est toujours forcément plusieurs. Et ça, pour moi, c'est une des valeurs importantes. C'est effectivement savoir travailler en commun. Et c'est jamais. Moi, j'ai un principe, c'est que c'est jamais moi, en fait. Mon principe, c'est jamais moi. J'ai jamais fait quelque chose tout seul. C'est toujours nous ou c'est toujours on, mais c'est jamais moi. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez important. En tout cas, dans ma philosophie de vie, c'est comme ça. Lucas, sur ce point, et peut-être votre parcours personnel même, qu'est-ce qui a fait le stimuli déclencheur de rejoindre ces métiers du numérique? Je pense que, comme tout le monde l'a déjà dit, je pense que la curiosité, c'est une valeur essentielle. Euh, mais ce qui est bien dans les métiers de l'informatique, c'est comme on a dit, c'est un domaine qui est très vaste, qui a plein de métiers, et que du coup, à la fois, on peut être d'à peu près n'importe quel type de profil et trouver un métier qui peut nous plaire dedans, qu'on soit introverti, extraverti, ou qu'on soit tout type de profil. Je pense
on a quelque chose à faire avec l'informatique. Et, et oui, concernant mon parcours, c'est vrai que bah, j'ai vu que voilà, la curiosité, c'est ce qui a été vraiment le facteur déterminant, moi, de tous les étudiants que j'ai vus à mon école. Euh, c'est vraiment ce qui a mené les gens le plus loin possible, c'est le fait d'être curieux parce que spécifiquement pour le métier d'informaticien, il y a des nouvelles technologies qui sortent tout le temps. C'est important de rester à la page, de se renseigner, d'être intéressé, de pas forcément, enfin, de passer du temps en dehors de ce qu'on nous demande pour faire des recherches, pour trouver des meilleures manières de faire, pour trouver des nouvelles technologies à utiliser. Je pense que c'est ça qui est déterminant dans la réussite donc, dans l'informatique. Euh, et comme l'a dit Guillaume, c'est super important de comprendre aussi, enfin, moi dans les fiches de poste que je rédige, je mets beaucoup l'accent dessus, c'est de comprendre que notre réussite personnelle, elle va être déterminée par la réussite de notre équipe. Qu'en soi, nous, ça nous est égal d'avoir un développeur qui est très bon s'il n'arrive pas à collaborer. Parce que, au final, un développeur, même s'il est excellent, s'il n'arrive pas à collaborer avec le reste de l'équipe et qu'au final, bah, il fait perdre du temps à tout le monde, bah, au final, il apporte aucune valeur ajoutée. Donc, je dirais que c'est les deux valeurs qui pour moi, portent la métier de l'informatique. C'est à la fois la curiosité, la passion et le fait de pouvoir collaborer. Merci Lucas. Marie, votre vocation à venir, c'est par les usages finalement dans cette industrie du numérique? Euh, alors, oui, par les usages. Et il y a juste un truc sur lequel je voudrais rebondir sur, en effet, il y a un truc que Guillaume a dit qui est super intéressant, c'est même si tu n'es pas bon à l'école, à un moment donné, tu peux quand même faire quelque chose dans les métiers du numérique. Et en effet, il y a deux choses par rapport à ça. Très rapidement, on est en train justement de travailler là-dessus avec Fabrice Blisson et avec l'UPE 13 qui va mettre en place des projets autour de ça, justement pour essayer de montrer qu'en effet, même si ben voilà, tu es pas forcément en réussite scolaire ou que l'école ne te passionne pas, il y a de la place effectivement dans les métiers du numérique par rapport aux soft skills aussi, sur l'aspect à la fois passion, l'aspect apprendre à apprendre. Ça, c'est extrêmement important d'avoir toujours cette volonté de se mettre dans une position où on peut rechercher de l'apprentissage à côté et monter des soft skills. Et je pense notamment moi, aux réseaux sociaux aussi dont Stéphanie parlait tout à l'heure, sur les influenceuses, les influenceurs et cette population qui finalement, par la passion qu'elles véhiculent, par leurs soft skills, parviennent à monter une communauté qui parfois rassemble des millions de personnes. Enfin, c'est quand même assez puissant de se dire qu'une personne parvient à générer des communautés qui représentent parfois des audimates plus importants que ceux de la télévision. Enfin, voilà, et il y a des choses comme ça qui se passent, qui se créent dans les métiers du numérique, qui laissent vraiment une chance à tout le monde. Et ça, je trouve que c'est assez puissant comme message. Merci Marie. Sur la diversité. Juste pour revenir sur ce point-là, 30 secondes. Moi, je n'ai pas fait mon parcours, mais effectivement, moi, je suis totalement autodidacte. Et donc, parce que j'étais pas forcément bon à l'école, et pourtant, je suis arrivé à des places à un niveau relativement élevé dans les sociétés, parce que je suis quand même, j'ai fait DAF, DSI, donc directeur financier et directeur informatique. J'ai eu des possibilités, et après, c'est aussi la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, qui m'ont fait confiance. Mais il faut y croire en tout cas. Voilà, c'est pas parce que on n'est pas forcément bon qu'on n'arrive pas à réussir. C'est ça, et il y a un truc qui est super important aussi là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, donc tu parlais d'ikigai, l'ikigai, il y a aussi la notion d'argent. Dans la notion d'argent, des développeurs aujourd'hui dans la Silicon Valley, c'est entre 300 et 400 000 dollars par an comme salaire. Donc, je veux dire, on est sur des niveaux, en effet, où des personnes qui sont autodidactes peuvent atteindre des niveaux de salaire absolument hallucinants. Je veux bien justement faire un tour sur cette question des salaires. Après, on reviendra sur les parcours effectivement d'intégration et la diversité des parcours parcourus. On le voyait en préparant effectivement cette réunion. Donc, on est toujours effectivement en tension sur ces métiers, difficulté à trouver des collaborateurs. Peut-être Stéphanie, sur la difficulté et sur le niveau de salaire.
Et je crois que, j'en suis sûr même, les salaires, effectivement, on n'a pas de différence de salaire entre les femmes et les hommes sur cette industrie. Stéphanie? Non, heureusement qu'on n'a plus de différence Oui, mais Oui, et puis moi, en tant que chef d'entreprise, je milite quand même pas mal là-dessus avec mes confrères et mes consoeurs. Oui, alors n'ayons pas peur. Aujourd'hui, ça reste encore, on va dire, le premier intérêt d'un de nos futurs collaborateurs, mais pas que. Hein. Maintenant, on nous demande vraiment l'ADN de l'entreprise, le cœur même de l'encadrement, de l'équipe management. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on travaille ensemble? Est-ce qu'on brainstorm sur des axes d'amélioration de performance de l'entreprise avec les membres du CSE ou avec des groupes de travail? Pas que, mais le salaire reste prioritaire. Aujourd'hui, un développeur d'applications sur smartphone, n'ayons pas peur de le dire, même si on a de moins en moins d'écart entre Paris et province, on est dans des salaires selon expérience, entre 25 à 35 ans. C'est du dev web, hein, selon encore une fois l'expérience. Après, un web designer, c'est pareil, les salaires débutants peuvent être de 28 à 30 K, voire plus selon expérience. Après, on a du data scientist, on a des experts en référencement qui, eux, carrément peuvent aller de 40 à 70 K. Donc là, on touche vraiment dans le digital à tout ce qui est autour de la technologie du smartphone et du dev. Mais on a la chance aussi de pouvoir y arriver, comme le disait Guillaume, par des formations courtes. On est une région assez riche aujourd'hui, notamment sur tout ce qui est dev web et objets. Je pense à des gens comme Simplon, je pense à des gens comme l'école du numérique, je pense à White Code School, et encore, je crois qu'il y en a une dizaine dans la région, où aujourd'hui, on peut faire des formations, on va dire, de 6 mois à 1 an et demi, ce qui est extrêmement court pour ceux qui ne veulent pas continuer leurs études. Mais au bout du compte, ils ont les mêmes métiers à quasi salaire identique dans des conditions optimum. Et ça, pour moi, il n'y a que dans le digital qu'on le retrouve, quoi. très bien. Lucas, sur la diversité des profils, les niveaux de salaire, l'intégration effectivement de personnes venant de cursus très différents. Je pense que comme l'a dit Marie, on a des opportunités en termes de salaire qui sont vraiment en dehors de tout ce qu'on peut attendre dans d'autres domaines plus traditionnels. À titre personnel, je sais que j'ai eu aucun problème ni aucun de mes camarades de promotion qui sont aussi en informatique ou même plus largement dans le digital, à trouver un emploi et à trouver un emploi avec des attentes salariales très élevées. Parce que c'est vrai que l'informatique, c'est le seul domaine où on peut voir ça. Moi, je prends un exemple, mes collègues qui sont dans d'autres domaines, eux, ils ont plus de difficultés. Et je pense aussi une grande force de l'informatique, c'est que c'est très en demande, ce qui fait que à la fois, on peut trouver un, un emploi stable en informatique relativement facilement. Mais en plus, si j'ai par exemple un camarade qui, lui, il est parti dans un pays étranger pour au final travailler en freelance là-bas. Et au final, c'est en plus sans avoir forcément de difficultés. Parce qu'au final, c'est un milieu qui est très en demande. Ce qui fait qu'au final, on peut, en tout cas personnellement, et des exemples que j'ai de ma promotion, je sais qu'on n'a jamais été en manque de mission ou de travail, et qu'on a toujours atteint tous les objectifs qu'on voulait en termes de cadre de travail. J'ai jamais eu un de mes collègues qui galérait à trouver un CDI ou qui voulait faire de la freelance mais qui au final était bloqué dans son CDI. Et ça, en tout cas de mon expérience personnelle, c'est un cadre que j'ai trouvé que dans le milieu de l'informatique et de manière générale du numérique. Merci Lucas. J'entends aussi à travers le témoignage de Lucas cette notion de nomade du numérique. On travaille aussi où on veut finalement quand on est informaticien, informaticienne. Marie, puisque tu agresses. Oui, c'est aussi Je crois qu'il y a la beauté, quelqu'un qui est à Tokyo d'ailleurs chez vous. c'est exactement ça, exactement. On a un de nos 3 cofondateurs qui est à Tokyo, qui est un Français qui est installé depuis 10 ans au Japon. David, et qui donc a eu des envies de retravailler un petit peu avec l'Occident. Et c'est comme ça qu'il a rejoint l'aventure et il nous a contactés pour ça. Et effectivement, on avait dans une start-up précédente toute l'équipe qui était un peu partout en France et en Belgique. Aujourd'hui, on a David qui est au Japon, on a un UX designer aussi qui est excellent et qui travaille vraiment sur la réalité augmentée, qui est en République tchèque.
Donc voilà, on a une diversité comme ça de possibilités. Et l'entrepreneuriat nomade, effectivement, ça fait partie aussi on en voit énormément fleurir sur Internet aujourd'hui, des coachs, des personnes qui travaillent souvent dans des pays plutôt exotiques, en Thaïlande, à Bali, et qui eh bien, ont des niveaux de salaire très intéressants parce qu'ils travaillent en effet connectés avec le monde entier, avec un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé puisqu'ils sont dans des pays voilà, où le niveau de vie La vie n'est est, pas le même. voilà, c'est ça. Donc, il y a vraiment un intérêt aussi pour les gens qui aiment voyager et qui veulent garder tout de même une connexion avec la France ou avec les US, de pouvoir à la fois voyager et travailler un peu aux horaires que l'on souhaite. Ça, c'est typiquement aussi des choses qu'on voit avec les développeurs. On a non seulement cette notion de nomadisme géographique, et on a aussi la notion alors certes, de travailler ensemble, mais aussi de travailler ensemble sur des horaires tout à fait atypiques. Et ça, je constate aussi que ça fait partie de certains profils qui préfèrent être libres de travailler la nuit ou le soir tard, parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent, leur productivité est meilleure de cette façon-là. Et bien ça, c'est pareil, ça fait partie des choses sur lesquelles on est effectivement plus souple dans les métiers d'informatique. Voilà. Peut-être d'ailleurs sur cet aspect-là, on travaille de plus en plus à l'international, Guillaume, donc avec des pays qui vivent pas toujours effectivement aux mêmes horaires que nous. Comment on organise ça et quelle est la richesse finalement? L'anglais est arrivé de plus en plus fort d'ailleurs ces dernières années dans notre pratique du quotidien. Effectivement, aujourd'hui et en région sud aussi beaucoup, on retrouve de plus en plus de postes où on a des nécessités de pouvoir s'exprimer et au moins comprendre et s'exprimer l'anglais, parce qu'on a des gros groupes internationaux qui viennent s'installer en région de plus en plus. Et effectivement, aujourd'hui, moi, je vois dans toutes les annonces qui passent, puisqu'on fait, on diffuse aussi les annonces pour nos membres, on voit qu'il y a énormément d'anglais qui est demandé sur quand même beaucoup de métiers, surtout des métiers à responsabilité après, ou des métiers effectivement qui travaillent sur du développement international et avec des personnes internationales. Donc ça, c'est très récurrent. Et effectivement, comment on s'arrange? On s'arrange, on travaille comme on fait là. On travaille en Zoom, on travaille en Teams, on travaille en WebEx avec tous les outils de visio qui existent aujourd'hui sur le marché. Et on essaye parfois de décaler un petit peu nos horaires pour arriver à faire en sorte que tout le monde puisse travailler ensemble. Parce que c'est vrai que quand vous travaillez avec les États-Unis, ils sont pas forcément levés en même temps que vous, ils sont pas forcément couchés en même temps que vous. Enfin voilà. Donc on s'adapte. On s'adapte. Chacun fait un effort des deux côtés et il y en a un qui se lève plus tôt, un qui se couche un peu plus tard. Enfin ou qui finit de travailler un peu plus tard et il commence le matin un peu plus tard. Enfin voilà. On adapte les horaires. Merci Guillaume. Sur cette diversité, Stéphanie, de parcours, de mode collaboratif aussi, est-ce que tu as vécu des évolutions au cours de ces différentes années? D'ailleurs, tu ne viens toi-même pas de l'informatique, je crois. C'est intéressant ça aussi. Steph, le micro. Le micro, Steph, s'il te plaît. Ouais, Pardon. super. Non, moi je viens de ton métier, effectivement. J'ai plutôt un parcours chasseuse de tête auparavant, donc pas du tout dans l'informatique et à connotation internationale qui plus est sur 3 pays. Donc comme quoi tout est possible. Je rappelle qu'on est trop peu nombreuses, 9% de femmes start-upeuses ici, 4% de femmes chefs d'entreprise. Voilà, c'est quand même un peu effarant. Je ne pense pas que ce soit l'envie qui manque soit d'entreprendre, soit de rejoindre le numérique. Peut-être encore à aujourd'hui certains barrages qui peuvent faire peur. Il faut quand même avoir un petit peu de caractère pour affronter aussi, on va dire, toutes ces barrières qui s'offrent à nous. On est en train de briser ces stéréotypes pour pouvoir y arriver, bien sûr. Tout le monde y met de la bonne volonté, ça c'est sûr. On travaille beaucoup ensemble. On a des groupes de travail hommes, femmes, mixité, qui nous aident fortement pour prendre notre place au sein du numérique. Et oui, la reconversion professionnelle, l'État a mis en place énormément d'aides et de dispositifs depuis 2 ans
que ce soit par l'alternance, que ce soit par la transition collective également, où aujourd'hui on peut avoir cette reconversion. Il faut le vouloir, il ne faut pas avoir peur du changement, ne pas s'enterrer dans un secteur ou dans un job où on ne s'épanouit plus, ne pas avoir peur par la curiosité et le changement d'aller de l'avant et de se dire oui, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, on peut avoir, de toute façon aujourd'hui on a facilement entre 7 et 9 métiers, je crois, différents tout au long de notre carrière, ne pas avoir peur de venir dans notre secteur d'activité numérique, digital, d'y trouver sa place avec nous. Et de plus en plus de rôles modèles, de femmes modèles aujourd'hui l'expliquent. Moi, effectivement, ce n'est absolument pas mon secteur. En revanche, on y retrouve toujours ce côté humain également. Et le fait de travailler ensemble, les outils, on les a pour valider les compétences. On a des outils, on a des coding games qui nous permettent de faire tout un tas de choses, des applications, etc. Après, le reste, encore une fois, les brainstorming, les échanges, la communication avec les équipes, c'est ce qui fait grandir. Donc, on peut apprendre toujours, bien évidemment, selon expérience et selon la technologie, mais ce n'est pas un problème de venir, d'apprendre, de comprendre et puis d'aller encore plus haut, puisqu'aujourd'hui, je pense que c'est un des seuls secteurs d'activité où on peut encore évoluer, grandir, que ce soit en salaire, que ce soit en management, à tout niveau, où il y a quand même une petite partie, il y a quand même 11% des gens qui intègrent notre secteur, qui derrière vont dans des métiers du freelance ou dans des métiers d'entrepreneuriat également, où ils créent eux-mêmes leur société. Et à aujourd'hui, je ne vois pas énormément de secteurs d'activité qui puissent se permettre de le faire, quoi. Merci Stéphanie. Qui veut rebondir sur… Guillaume. Chantais Guillaume ou Marie qui tendait. Marie, elle a beaucoup parlé, donc je lance Guillaume. Guillaume. Ouais, je parle pas beaucoup, c'est ça, Steph? Si. Oui, non, sur… Les femmes dans le numérique, Guillaume. C'est sympa. Voilà. Alors, hormis la coupe de cheveux, on y est presque. Non, mais effectivement, les femmes dans le numérique, alors moi, effectivement, je travaille chez Interaction, donc on fait des data centers. Les femmes dans le numérique, c'est difficile chez Interaction. On en a plus dans les postes, effectivement, orientés administratifs, entre guillemets, de l'entreprise, plus que sur les postes de techniciens purs, parce que je vous avoue que des techniciens cooling et techniciens électriques, par exemple, on a beau en chercher du personnel féminin, on n'en trouve pas forcément. Donc, c'est compliqué. Maintenant, vis-à-vis de tous nos adhérents du CIP, on voit qu'il y en a quand même de plus en plus de femmes dans le numérique. Et ça, c'est effectivement une très bonne chose. Et ce que je disais tout à l'heure, hein. Moi, je suis pour effectivement le fait qu'on a besoin, on a besoin d'avoir des femmes dans le numérique. C'est vraiment indispensable. On en a de plus en plus, mais il en faudrait encore. Et comme on a vu là sur le chat, je ne sais pas si vous êtes connectés, mais vous voyez, il y a par exemple Oracle qui nous dit qu'ils font des cours de codage pour les filles des collaborateurs qui ont entre 8 et 12 ans. Ça, je trouve que c'est des projets qui sont super intéressants dans les entreprises. Et je pense qu'effectivement, c'est aussi aux entreprises de faire cette démarche-là. C'est au collège, au lycée. Déjà, je pense qu'il y a une démarche qui doit être d'aller informer en fait les jeunes que les métiers du numérique, il y en a des tonnes et différents métiers du numérique et que c'est ouvert à tous et aux filles aussi, quoi. Venez dans le métier du numérique, venez faire du numérique. On vous attend avec impatience même. Samuel, juste si je peux me permettre, au niveau des collèges et des lycées, effectivement, ayant moi-même des ados, c'est vrai que la présentation de leurs options, il me semble, à mon goût, elle n'est pas très sexy. Voilà, les sciences de l'informatique, les métiers du numérique, voilà, moi j'en parle beaucoup avec mes enfants. Ça les attire pas, ils en ont pas envie parce que on a un langage pour eux qui est encore compliqué. Ils pensent que numérique égale geek. Ils pensent qu'ils vont faire du dev et comme le souligne Guillaume, on est encore une fois dans une région avec énormément d'attractivité sur ce domaine-là. Oracle vient d'en faire part, mais pas que. Moi, je me souviens aussi que
Laurence anime des ateliers de goûter pour les enfants de 4-11 ans le samedi après-midi à Marseille pour leur faire voir les dangers de la tablette derrière la tablette. Qu'est-ce qui se passe derrière une tablette? Comment est-ce qu'on peut regarder un dessin animé? Comment le dessin animé peut être fabriqué? Comment le jeu peut être réalisé et avec les parents et les enfants? Je trouve ça super bien. Ça, c'est une première chose. Nous, chez Laure Alba, on accueille à peu près entre 9 et 15 stagiaires de 3e dans leur stage d'observation tous les ans, donc sur tous les métiers. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué au niveau administratif de les emmener toujours avec nous en voiture, etc. Bon, parce qu'on a envie de leur faire voir les services supports au siège, donc qu'ils soient RH, administration, finance, comptabilité, marketing, communication et bien sûr nos équipes dans les data centers. Pourquoi? Parce qu'on digitalise aussi avec le télétravail ou avec d'autres outils les services supports et que c'est important à aujourd'hui d'utiliser nos smartphones, nos tablettes, de bien comprendre les enjeux. Et c'est ce qui va faire que ces stages, à aujourd'hui, sont une réussite. Alors, bon, c'est vrai que, j'avoue, je prends essentiellement des jeunes filles. Mais en règle générale, elles ressortent au bout d'une semaine en me disant « mais jamais j'aurais imaginé le numérique chez vous, dans une entreprise comme la vôtre, avec autant de diversité, autant de richesse, autant d'informations voilà, auxquelles elles n'avaient pas imaginé le job et tous les jobs, quoi. Le spectre est tellement large qu'elles étaient restées sur un seul spectre et pas deux. Donc, du coup, c'est petit à petit comme ça, avec eux, avec les 3e, en allant dans les écoles, en allant dans les lycées, les collèges. Nous, on le fait. On va les rencontrer, on leur parle avec des mots simples sur, on en parlait tout à l'heure, de l'e-game, de l'e-santé. On leur ouvre au fur et à mesure, voilà, leur curiosité, en leur disant, mais n'ayez pas peur, venez nous voir, contactez-nous sur les réseaux sociaux. Alors, effectivement, 3e seconde, c'est un peu jeune, mais on s'aperçoit aussi qu'en terminale ou même en études supérieures, c'est difficile d'utiliser les réseaux sociaux. Oui, elles sont sur Facebook, Instagram, Snapchat, etc. Mais LinkedIn, c'est pas encore ça. Moi, j'ai un fils de 23 ans en école de commerce. LinkedIn, je m'aperçois qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de réseau, quoi. Ils ne savent pas utiliser les réseaux sociaux pour eux. C'est encore les parents qui s'occupent de trouver des stages, etc. Et je me dis, mais c'est pas possible. Vous utilisez vos portables toute la journée. Mais en fait, qu'est-ce que vous faites avec, quoi? Alors que vous pourriez le mettre à profit pour pouvoir joindre l'utile et l'agréable. Donc, c'est très important. Le mentoring, la transmission et les stages, ouais, effectivement. Donc, grande diversité de parcours, un grand élan des entreprises du numérique, puisque à la fin effectivement de cette conférence, on transmettra aussi le témoignage d'Effective Yellow, d'Interaction, d'Orange, d'Oracle, qui est parmi nous, que Guillaume a cité à travers effectivement cette action d'atelier de code, de Win-Win, Jaguar, Free, et Ceinturio, Stéphanie, si j'écorche pas le nom de cette start-up dans le e-sport, donc avec des métiers aussi différents que de l'événementiel, du sport, de la connexion. Un mini tour de table, il nous reste 15 minutes. Les grandes tendances de ce marché. Alors, je pense que Lucas peut nous parler effectivement d'IoT et préciser effectivement ce que c'est. On peut parler effectivement d'IA, de big data, de virtualité, de sécurité, qui sont effectivement des gros enjeux effectivement de cet écosystème. Peut-être Lucas préciser ce que c'est que l'IoT, ce que permet effectivement ce que vous développez. Oui, bien sûr. L'IoT, donc Internet des objets en français. Ouais. Pour faire très simplement, c'est un peu une nouvelle génération d'outils électroniques qui permet en gros de faire ce qu'on ne pouvait pas faire hier. Parce qu'aujourd'hui, on est ce qu'on fait, donc l'équipement connecté pour les pompiers. La réalité, c'est qu'en fait, il y a 10 ans à peine, c'est pas quelque chose qui aurait été possible. C'est-à-dire que la limitation, elle était technique jusqu'à très récemment et que du coup, les dernières avancées en termes d'IoT, donc d'Internet des objets, permet de faire communiquer des réseaux entiers d'appareils électroniques de manière quasiment instantanée. Et pour revenir du coup sur les autres domaines, que ce soit l'intelligence artificielle, le big data, etc.,
Je pense que la vraie transition il y a quelques années, c'est que c'est pas des technologies, enfin, c'est pas des concepts qui sont fondamentalement nouveaux. Ce qui change, c'est qu'en fait, l'accessibilité à ces technologies-là, elle est beaucoup plus. Enfin, ces technologies-là sont beaucoup plus accessibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire de l'intelligence artificielle, il n'y a pas besoin d'avoir un gros background mathématique. Aujourd'hui, on a déjà des technologies qui nous permettent de faire de l'intelligence artificielle en sachant à peine faire du développement. Pareil pour les technologies big data, pareil même pour les technologies plus simples, entre guillemets, comme le web. On a par exemple le no-code qui émerge, qui est le fait de pouvoir développer des applications, des applications complexes même, hein, sans forcément coder du tout. Et donc qui permet d'ouvrir ça à le plus de monde possible. Donc je dirais que c'est pas seulement la naissance de nouvelles technologies qui fait que qui définit le cours actuel de l'informatique, mais surtout le fait que ça devienne de plus en plus accessible. Et qu'aujourd'hui, bah, moi qui ai fait un parcours généraliste, on va dire, en tant que développeur, bah, je suis capable de faire de l'intelligence artificielle, du big data, de la réalité virtuelle et toutes ces technologies-là, parce qu'au final, elles deviennent très accessibles au plus grand nombre possible. Bien, merci Lucas. Marie peut-être? Guillaume. Je vois Non, qu'il a Marie, enlevé son vas-y, micro. Guillaume, Marie, non, Hein. vas-y, Marie. Priorité aux dames. Je t'en prie, Marie. Non, alors moi, c'est juste, il me reste ce tout petit temps de parole. Ce que je voudrais dire, c'est les sources d'inspiration et les outils que tu peux utiliser toi, qui nous regardent là et qui se demandent, OK, concrètement maintenant, comment j'y vais? Je pensais à plusieurs choses. Alors, en effet, sur la partie, je rebondis, Stéphanie, sur ce que tu disais, sur le côté, vous n'avez pas beaucoup de présence sur LinkedIn. Il y a un truc qui est super intéressant, c'est Splasher, S-P-L-A-S, avec le R en majuscule. Ils ont recruté récemment une jeune femme en sortie d'école qui expliquait donc effectivement sa difficulté à trouver un stage et puis un emploi. C'est une jeune femme qui a plutôt des compétences de réseaux sociaux, voilà, et elle a eu cette capacité à se mettre en scène avec un CV vidéo. Donc elle a fait circuler son CV vidéo et elle a eu, je ne sais plus combien, mais c'était complètement hallucinant, plus de 500 offres d'emploi qui lui sont arrivées. Donc puiser l'information, en fait, puiser les compétences là où vous les voyez en tant que génération Z, c'est-à-dire sur des choses où voilà, Snapchat, ça peut être une source d'inspiration. Les influenceurs, c'est une source d'inspiration. Elles créent des communautés, elles font du SEO, de l'optimisation en fait pour leur blog, pour que leur blog remonte dans les résultats de recherche de Google. C'est des sources d'inspiration qui sont pour moi importantes. Choisissez-vous des mentors, des sources d'inspiration intéressantes. Moi, j'ai en effet pas beaucoup de femmes chefs d'entreprise. Il y en a une qui m'inspire, c'est Corinne Versini, qui a un caractère. Tu disais, voilà, je te vois sourire, Stéphanie, je pense que tu la connais aussi. Pour moi, c'est une source d'inspiration intarissable. Corinne, elle est juste incroyable sur le plan humain, sur le plan intellectuel, la façon dont elle fait fonctionner sa boîte. Je trouve ça vraiment inspirant. Donc, choisissez-vous des rôles modèles, ça c'est super important. Allez lire si vous aimez lire. Il y a plein de bouquins. Il y a un bouquin drôle, L'art de la guerre pour les femmes. Et c'est super bien écrit, c'est marrant. Le bouquin de Sheryl Sandberg, En avant toute. Le bouquin d'une psy, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, mais elle a écrit Ces filles sympas qui sabotent leur carrière. Pareil, c'est hyper drôle et c'est sur la féminité aussi et l'accès en fait au fait de devenir chef d'entreprise. Et puis enfin, et pour finir, les associations. Il y a des assos qui sont géniales. Je pense à une nouvelle asso qui vient de se monter qui s'appelle 15 in Tech par Caroline Ramad et qui en fait montre des femmes dans des boulots effectivement qui sont plutôt aujourd'hui des boulots de mecs, des boulots de développeurs, des boulots voilà, d'informatique, programmeurs, etc. Et qui, je pense, le fait d'une façon inspirante, rigolote, légère. Voilà. Et c'est tout, j'en ai fini. Voilà. Merci Marie. Merci. Sur ces nouvelles technos, sur les moyens de s'inspirer. Guillaume? Inspirez-vous de Marie et Stéphanie déjà, pour commencer. Guillaume, Il était bon là sur ce coup-là. ouais. Guillaume, tu te souviens, on en avait parlé ensemble également, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de le dire là. N'oublions pas tout ce que l'on appelle aujourd'hui la pollution numérique, les déchets numériques, voilà, qui reste en grande partie un sujet tendance, si je puis dire.
On sait que les étudiants sont très à l'affût également de ce combat sur l'environnement, etc. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails sur comment allonger la durée de vie de nos équipements informatiques, pourquoi les changer plutôt que d'utiliser l'occasion. Mais en attendant, juste encore un chiffre, hein, moi j'adore les chiffres, mais le streaming, c'est quand même 60% de la bande passante du flux Internet. Donc, essayons de faire attention quand même. Quand on rédige un mail, quand on répond à un mail avec ne serait-ce qu'un simple oui, un simple non, on ne peut pas s'imaginer derrière, en termes de pollution numérique, le nombre de coûts que ça engage. Et je pense que voilà, rien que l'utilisation des mails, aujourd'hui, on le fait tellement rapidement qu'on ne se rend pas compte le nombre d'ampoules, si on peut convertir en nombre d'ampoules que cela peut représenter. Donc voilà, encore un secteur où il y a de l'innovation, où on attend aussi du monde là-dessus. Et puis, Marie, merci pour Corinne. Je pense la même chose que toi, je la connais très, très bien. Et c'est vrai, c'est un exemple dans notre région. Il y en a d'autres, mais Corinne fait partie des pionnières. Ouais. Je suis d'accord avec toi, je vais rebondir sur le Green IT, puisqu'on parle de ça en fait, hein, dans toute la partie donc IT verte. Ah bah tu vois. Voilà. Je suis tout à fait d'accord et aujourd'hui, je pense qu'il y a eu une période où tout le monde n'y faisait pas attention, pour pas dire autre chose. Et maintenant, c'est une vraie prise de conscience de la part des entreprises. Alors, surtout des grosses sociétés américaines, on va dire déjà, qui commencent parce qu'elles voient que au début, c'est un intérêt personnel pour la marque parce qu'elles se rendent compte que le fait d'être considéré comme pollueur n'est pas une bonne image de marque. Mais elles se rendent compte aussi que c'est un vrai rôle qu'elles ont à mener et à jouer d'aller dans ce sens-là. Donc, vous rencontrerez des grosses sociétés comme Microsoft qui annoncent qu'en 2030 au plus tard, il doit être à zéro effet de pardon, zéro émission de gaz dans tout leur data center à travers le monde, qui vont avoir une consommation, ils ont du zéro waste, zéro water, voilà. Donc, ils ont des politiques environnementales qui se développent et je pense qu'au fur et à mesure, les sociétés développent de plus en plus ce genre de choses. Il y a beaucoup de sociétés qui passent par le replantage d'arbres pour aussi améliorer la planète, pour faire il y a des multitudes de choses qui peuvent se faire dans le Green IT. Nous, cette année d'ailleurs, comme le disait Stéphanie, au sein du CIP, on va travailler avec des associations pour aussi développer cette partie-là Green IT, donc auprès de nos adhérents. Donc, c'est effectivement un sujet qui est tout à fait du moment et je suis d'accord avec toi. Et le deuxième chose sur lequel je voulais rebondir, c'est sur le fait que vous ne soyez pas forcément ultra informés, vous les jeunes, parce que normalement, la population qui nous regarde sont des jeunes, au sein de vos établissements. Et c'est pour ça, notamment, que des associations comme Made in Soft ou comme le CIP font en sorte de développer des choses et d'intervenir sur dans vos lycées, dans vos collèges, pour vous montrer que le numérique est présent, qu'il y a plein de choses à faire et que vous pouvez y aller, quoi. Venez, il y a du boulot. Voilà, n'hésitez pas. Les jeunes sont les bienvenus. Ah comme les moins jeunes hein, d'ailleurs, mais bon, s'il y a des parents qui veulent aussi faire une reconversion professionnelle et venir dans le numérique, n'hésitez pas, profitez-en. Regardez, il n'y a que des gens sympas en plus autour de la table. Donc vous voyez, on est tous sympas dans le numérique. Donc oui, un des métiers hautement collaboratifs avec des outils collaboratifs. N'hésitez pas effectivement à utiliser les réseaux sociaux professionnels le plus tôt possible dans votre carrière, parce qu'un réseau, ça se constitue au fur et à mesure. Moi, ce que je puis dire aussi, c'est que les uns les autres sont très accessibles. On retrouve avec 2 clics de souris, effectivement, un certain nombre de contacts. Et quand j'ai quelqu'un, effectivement, qui me pose une question d'orientation, c'est très volontiers que je réponds. Et je sais que chacun et
chacune présents ici et les contributeurs effectivement en amont répondent très volontiers aux sollicitations pour donner effectivement des idées, des pistes et pour créer d'autres relations avec d'autres personnes qui vont répondre aux questions parce qu'on n'a pas toujours la réponse à tout, mais on est un secteur hautement collaboratif. Merci d'avoir participé. Qu'est-ce que vous voulez donner comme conseil, dernier tour de table, aux jeunes qui nous suivent? Je veux remercier effectivement la région également qui permet effectivement cette conférence. Vous retrouverez les différents témoignages et cette conférence sur espace compétences et orientation-région-sud.fr. Dernier tour de table pour un conseil assez jeune entre passion, je suis doué pourquoi, quel est mon besoin, comment je suis, combien je serai payé, la raison d'être finalement. Marie? Tout simplement, go, 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 venez. Hein. Go, go, go. Soyons factuels, simples. On a dit qu'on voulait employer des mots simples. Voilà. Venez nous rejoindre. Il y a des métiers pour tout le monde. Hommes, femmes, handicapés, enfin tout le monde. Voilà. Tout le monde, le secteur est ouvert à tous. Et vraiment, venez, on vous attend. Avec des apprentissages aussi possibles, des formations courtes, des formations longues, la possibilité de valider ses acquis en cours effectivement de parcours, donc des parcours effectivement variés. Marie, Stéphanie, Guillaume? Moi, ce serait informez-vous, sortez, essayez d'aller chercher de l'info parce qu'en effet, comme tu disais, Guillaume, ce n'est pas forcément des informations qui vont être dispensées dans un cadre scolaire. Donc, informez-vous, sortez au maximum, parlez, rencontrez, allez chercher en effet de l'alternance ou du stage. N'hésitez pas à contacter, on répond. C'est vrai, moi, je suis souvent sollicitée aussi sur LinkedIn. J'ai des demandes des fois, mais je réponds, je fais des calls. J'en ai fait un hier. Lundi de Pâques, hier après-midi, j'ai fait un call voilà, avec une jeune femme qui lance sa boîte. J'en ai un deuxième qui est prévu là demain midi, qui lance justement une boîte sur comment aider les entreprises à recruter dans l'alternance. Donc voilà, on est vraiment sur des sujets comme ça et je pense que je suis loin d'être la seule à répondre volontiers et à essayer de donner le maximum d'informations et le maximum de retours d'expérience du terrain en fait. Donc n'hésitez pas à contacter et à aller chercher l'info au maximum. Merci Marie. Stéphanie? Moi, je dirais effectivement pour rejoindre mes collègues d'être curieux, d'être créatif, essayer d'avoir des projets et ne pas avoir peur de l'échec. Nous contacter, comme le dit Marie, on répond, on est là. On n'est pas des rôles modèles, hein. On est juste là pour transmettre afin de combler et puis de réussir cette fameuse, même si Guillaume ne veut pas qu'on emploie des termes, voilà, mais cette fameuse transformation digitale n'aura pas de performance si on n'arrive pas à convaincre ces jeunes de nous rejoindre plus tard. Voilà, c'est évident. Donc, n'ayez pas peur. Et si vous tombez, ce n'est pas grave. On sait tous que la chute n'est pas l'échec. L'échec, c'est de ne pas se relever, quoi. Voilà. Merci Stéphanie. Oh, c'était beau ça, dis donc. Je vais la ressortir celle-là. Lucas? Je pense que le meilleur moyen de savoir si c'est fait pour vous, c'est de vous y confronter. Donc en ligne, il y a énormément de ressources pour soit apprendre, soit vous renseigner, savoir si c'est fait pour vous, etc. Et même il y a des écoles, donc je parle de ce que je connais, hein, mais Epitech par exemple, qui fait des journées d'initiation à la programmation ouvertes dès les collégiens, enfin pour dès le collège. Donc voilà, il y a plein de manières de se renseigner, d'être confronté le plus tôt possible et de savoir rapidement si c'est fait pour vous, quoi. Et que ça sert à mon sens, ça sert à rien de réfléchir avant de s'y confronter, parce qu'au final, même si vous êtes curieux, etc., c'est peut-être pas fait pour vous, et que du coup, le meilleur moyen de savoir, c'est de pratiquer. Merci. Guillaume, il y a toujours un petit site internet à faire pour une asso, de toute façon? Un petit site internet à faire pour une asso? Pour une asso, c'est une manière de s'essayer? Toujours. Il y a toujours des choses à faire de toute manière. Il faut effectivement ne pas hésiter à aller aussi dans le milieu associatif, hein, à rejoindre des petites assos, des gros assos. Ça compte aussi sur les CV, hein, malgré tout. Je pense que, comme le disait Stéphanie, il y a aussi toute une partie qui est regardée, pas uniquement ce que vous avez fait comme boulot, mais c'est ce que vous faites à côté, qui est important aussi. Moi, quand je recrutais des personnes avant, la première chose que je regardais, c'était le bas de page.
souvent. Quels sont les sports et quels sont les intérêts. Et après, je regardais le reste. Moi, c'était ma vision des choses. Et je trouve que c'est effectivement très intéressant de voir un peu comment les gens réagissent et veulent s'imprégner dans la vie globale. Et c'est vrai que le monde associatif montre que la personne a déjà envie de s'imprégner et envie de s'engager, en fait. Donc, c'est quelque chose qui peut être effectivement intéressant. Après, il faut avoir envie de le faire. Il ne faut pas le faire pour avoir une ligne sur son CV chez l'associatif. Ce n'est pas l'intérêt. Il faut vraiment avoir envie de le faire et voilà. Donc, on peut aider son voisin, sa voisine à prendre en main une page Facebook, par exemple, comme première expérience, ou sur TikTok, qu'on utilise un petit peu moins pour ma génération. Inspirons-nous les uns les autres. Merci d'avoir partagé effectivement cette heure avec nous. Merci, merci. À bientôt. Merci à toi. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Beaucoup. Au revoir.